Quelle analyse du nouveau Premier ministre et du nouveau gouvernement? Quelles peuvent être leurs marges de manœuvre? Les premiers pas de l'Assemblée nationale? Pour analyser toutes ces questions, L'Air du Temps reçoit ce dimanche 18 septembre 2022 Maurice Souzek-Dione, professeur agrégé de sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, et Abou Abel Thiam, président du collège de l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes. L'Air du Temps, c'est ce dimanche de 10h à 11h sur iRadio avec Alassane Samba Diop. Dimanche 18 septembre 2022, bienvenue à l'Air du Temps, que soit aujourd'hui Maurice Souzek-Dione, qui est professeur agrégé de sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, Abou Abel Thiam, journaliste, président du collège de la RTP. Merci, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Le gouvernement a été mis en place hier, Amadou Ba nommé dans la foulée Premier ministre du Sénégal. Alors, Maurice Souzek-Dione, quelle lecture peut-on faire de la nomination d'Amadou Ba comme Premier ministre du Sénégal, 9 mois après la remise en selle de ce poste? Merci beaucoup Alassane, je salue M. Abou Abel Thiam ainsi que tous les auditeurs de iRadio. Alors, hier nous avons eu la nomination du Premier ministre Amadou Ba. Je crois que c'est une nomination qui vient à son heure pour le poste de Premier ministre, je précise, puisqu'on a eu pratiquement 10 mois où on n'a pas eu de Premier ministre, et cela, je crois, était un inconvénient dans l'efficacité de l'action gouvernementale, parce que les ministres, le président leur avait demandé de faire leur bagage et de se préparer à une passation de service lorsque le poste a été réinstauré, et que donc pendant toute cette période, les ministres étaient un peu assis entre deux chaises, donc ils n'étaient pas confortables. Je ne pense pas qu'ils aient eu suffisamment l'autorité et l'engagement pour mener à bien les affaires publiques, d'autant plus qu'on a eu une inflation exponentielle des denrées de première nécessité, et cela, on n'a pas trop senti l'implication du gouvernement. C'était peut-être le fait que le temps de la politique avait fini par submerger, étouffer le temps du politique, c'est-à-dire la prise en compte et en considération des aspirations, des besoins des populations sénégalaises. Donc c'est une nomination qui vient donc à son heure, et de ce point de vue-là, je crois que le président Macky Sall a choisi quelqu'un de l'APR, mais de mon point de vue, je me pose la question, j'ai l'impression que c'est un choix qui a été un peu un choix dicté par des contraintes relatives à la gestion de son camp, notamment de la coalition Benno Bokk Yakaar, avec le départ, en tout cas la rébellion de Madame Aminata Touré après qu'elle a été écartée du perchoir de l'Assemblée nationale après avoir été tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar aux élections législatives. Je crois que cela peut-être a amené le président à vouloir calmer le jeu dans son camp, et donc le fait de prendre Amadou Ba, quelqu'un qui est à cheval entre la technocratie et la politique. Il faut dire que ce n'est pas un membre fondateur de l'APR, mais on était connu plus comme un technocrate qui ensuite s'est lancé dans la politique. Donc un tel profil est un profil assez intéressant. Entre ces deux options qui se présentaient au président de la République, ou choisir quelqu'un qui n'était pas du tout engagé dans l'arène politique, ou alors, c'est-à-dire un technocrate en tant que tel, entre guillemets, même si on peut être à la fois les deux, mais il a opté pour le Premier ministre Amadou Ba. Et je crois aussi que dans la confection du gouvernement, je crois que le président Sall a donné à Amadou Ba la latitude de placer ses hommes à des stations clés, notamment le ministère de l'économie, du plan de la coopération, où trône une femme pour la première fois dans l'histoire politique du Sénégal, et c'est une femme qui n'était pas engagée dans la politique. Le ministère des Finances et du Budget aussi est confié à
à un proche de M. Amadouba. Et donc, tout cela montre qu'il y a une sorte de rationalisation du jeu pour éviter peut-être des contradictions internes, des considérations subjectives qui peuvent être à l'origine de dysfonctionnements eu égard à l'efficacité de la gestion des affaires publiques. On voit l'ancien ministre de l'économie, M. Abdoulaye Daouda Diallo, qui rejoint le cabinet du président de la République en tant que directeur de cabinet, ministre d'État. Et donc tout cela montre qu'il y a une volonté de rationalisation, une volonté de laisser à Amadouba la latitude de pouvoir travailler et éviter donc qu'il y ait des couacs, des imperfections, des querelles de personnes qui peuvent discréditer, en tout cas qui peuvent ralentir, qui peuvent freiner l'efficacité de l'action gouvernementale. Oui. Abou Abel Thiam, la nomination d'Amadouba comme Premier ministre, c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ou bien c'est une nomination par défaut? Bonjour, bonjour Alassane, merci pour ton invitation. Bonjour professeur John. Je voudrais d'abord relever un fait. C'est que la nomination de ce nouveau gouvernement a été précédée d'un fait inédit. Cette nomination a été précédée par un discours à la nation de M. le Président de la République. Discours à deux volets, dont l'un extrêmement important a consisté à s'adresser à la nation pour leur expliquer la feuille de route qu'il va assigner au gouvernement qui allait être nommé le lendemain. Ça, je pense que les observateurs devraient en prendre compte parce que c'est la première fois qu'on assiste à cela. Ça veut dire que le président de la République a dit aux Sénégalais ce qu'il attend de ce gouvernement. Maintenant, si on regarde la composition, la nomination de M. Amadouba, la composition du gouvernement qui a été formé par le président de la République, me donne des préjugés favorables. Parce qu'il s'agit en majorité de personnalités opérationnelles capables, passez-moi l'expression, d'avoir tout de suite la main à la pâte. Des gens chevronnés dans leur métier qui ont un parcours qui leur permet de comprendre les enjeux. Et sur ce point, vous me permettrez une note toute personnelle, Alassane. Après avoir félicité tout ce gouvernement à sa tête, le Premier ministre Amadouba, la note personnelle s'adresse au ministre Moussa Bokar Thiam, un cousin de mon village natal de Ourossogui, dont la nomination est une fierté pour nous tous. Et c'est une injustice qui est corrigée. Je salue sa nomination et nous sommes tous, gens de Ourossogui, très fiers de cette nomination. Est-ce que le gouvernement est bon ou pas? Ça, on ne pourra le juger qu'à posteriori. Mais on a un préjugé extrêmement favorable compte tenu de la feuille de route qu'ils ont reçue. Je ne suis pas un partisan de la distinction entre technocrates et politiques ou politiciens. Pour moi, le ministère, la fonction ministérielle est une fonction éminemment et uniquement politique. C'est une fonction de parole, d'explication des orientations et des options du président de la République. Même constitutionnellement, l'activité ministérielle est d'abord une activité de parole. D'aller défendre les options et les orientations budgétaires définies par le président de la République au niveau de la représentation nationale, auprès des bailleurs, auprès de l'opinion. Parler de ce que veut faire le président de la République, exécuter les tâches gouvernementales par une pédagogie et une communication auprès des populations. C'est ça l'activité gouvernementale et ça c'est une activité éminemment politique. Quel que soit par ailleurs le CV de celui qu'on a nommé à une fonction ministérielle, à partir de ce moment, il devient politique. Il devient politicien au sens noble du terme, c'est-à-dire être en proximité avec les populations, prendre en charge leurs préoccupations et surtout expliquer, parler. C'est une fonction de parole, je le rappelle, c'est une fonction politique. Donc la distinction entre technocrate et chose, elle ne me semble pas opportune. Cela dit, pour revenir au message du président de la République et dans la formation du gouvernement,
une notion est sortie qui me paraît extrêmement importante. On a parlé d'un gouvernement de combat. Parce qu'il y a d'énormes défis à relever, d'énormes défis face auxquels il faut effectivement une équipe de combat. Une équipe de combat pour satisfaire, autant que faire se peut, les aspirations des populations. Une équipe de combat face aux enjeux de l'heure. Et parmi ces enjeux, il y en a qui ne sont pas suffisamment exprimés à mon sens. Aujourd'hui, notre pays a une soif d'autorité, a un besoin de citoyenneté. Nous avons une population qui, de mon point de vue, se caractérise aujourd'hui par une sorte de promotion des incivilités qui est de façon flagrante dans la rue, dans l'espace public. Et cela s'est traduit par ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale le jour de son installation. Ce qui montre que les écritures bibliques et coraniques ont raison. Quand on dit qu'un peuple a le gouvernement qu'il mérite, il ne faut pas s'étonner de voir ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale le 31 juillet, jour de l'installation de la nouvelle Assemblée. Alors que les populations s'attendaient à une rupture dans le comportement public de nos dirigeants, on a assisté à une foire d'empoigne qui est indigne de nos institutions. On a assisté à une agression contre nos institutions. Et cela est le fait de gens qui sont parvenus au pouvoir par ce fait-là, c'est-à-dire par les contre-vérités et la violence. Cette violence, ils l'ont exprimée, ils l'ont manifestée à l'Assemblée parce que c'est tout ce qu'ils savent faire. Et j'en reviens au message du chef de l'État qui, dans son premier volet justement, a consisté à attirer l'attention de nos concitoyens sur un fait, à savoir que nous sommes en train de franchir une ligne rouge par nos comportements publics de tous les jours et par le comportement de nos hommes politiques, de nos dirigeants politiques. Et là, il faut avoir le courage de le dire, ce jour-là, la faute est revenue exclusivement à l'opposition qui, sous des prétextes fallacieux, s'est adonné à un saccage de l'institution parlementaire. On va y revenir. Sur les priorités du gouvernement, est-ce qu'en 18 mois aujourd'hui, la feuille de route tracée est possible de réaliser? Je pense que c'est un gouvernement qui a été mis en place tardivement. On est resté 10 mois sans Premier ministre, alors que la Constitution exigeait auprès que le président de la République nomma un chef de gouvernement, ce qu'il n'a pas fait pendant près de 10 mois. Donc, pendant tout ce temps, on a vu qu'il y avait un certain relâchement par rapport à l'efficacité de l'action gouvernementale. On a pu le constater avec cette montée effrénée prix. On a eu l'impression qu'il n'y avait pratiquement pas d'autorité pour réguler. Et ça, je crois que c'est en partie lié au fait que les ministres en tant que tels, vu le contexte politique, vu le contexte marqué par la succession des élections et le fait qu'ils étaient appelés à travailler, à se préparer à passer la main éventuellement, tout cela n'était pas de nature à mettre les ministres en confiance par rapport au fait qu'ils doivent s'investir efficacement pour prendre en charge les préoccupations des populations. Donc, est-ce que ce gouvernement, pendant les 18 mois, va relever tous les défis? Personnellement, je ne le pense pas, parce que les défis sont nombreux. Les inondations, on a le problème de l'emploi des jeunes, on a le problème de l'inflation exponentielle à laquelle on assiste et qui est vraiment qui est rare, je veux dire, dans l'histoire politique du Sénégal, peut-être à la limite après la période de la dévaluation en 1994, mais même pendant cette période, à ce que je me souvienne, on n'était pas à ce niveau de hausse des prix. Donc on a de vrais problèmes par rapport à cela. Et je ne pense pas qu'en 18 mois, on peut efficacement résoudre tous ces problèmes, parce que la plupart de ces problèmes, c'est des problèmes structurels qui nécessitent une transformation en profondeur de l'économie. C'est vrai que l'axe 1 du plan Sénégal émergent, c'est la transformation structurelle de l'économie, mais cette transformation structurelle, elle a été faite à bien des égards par rapport à des
aux infrastructures, par rapport à des programmes qui le plus souvent sont des programmes d'urgence, le programme d'urgence de développement communautaire, le programme pour l'amélioration, comment on appelle, le PUMA, le programme d'urgence pour connecter un peu les territoires frontaliers les uns avec les autres et les mettre en valeur. D'autres programmes comme le programme Promoville. Donc c'est des programmes louables mais qui ne participent pas de mon point de vue à une transformation structurelle de l'économie, parce que de mon point de vue, cette transformation structurelle de l'économie nécessite que l'on investisse dans l'intérieur du pays, et c'est d'abord un problème d'aménagement du territoire plutôt que de concentrer tous les investissements sur l'axe Dakar-Thiès-Diass, l'axe des 3D, Dakar-Diamniadio-Diass, et donc cet aménagement du territoire qui n'a pas été fait de façon judicieuse, je crois que c'est là où de façon structurelle le gouvernement a le plus failli, et que je crois qu'on ne peut pas avoir réglé tous les problèmes en participant à congestionner, à étouffer davantage Dakar, qui, de ce point de vue-là, concentre l'essentiel des activités économiques et connaît un poids démographique que Dakar ne peut plus supporter. Donc, de mon point de vue, je ne pense pas qu'on puisse changer de façon structurelle les choses, et que les problèmes qui se posent, ce me semble, sont des problèmes qui ne sont pas des problèmes de conjoncture, mais qui sont des problèmes structurels de l'économie sénégalaise. Je voudrais aussi dire un mot par rapport à cette distinction technocrate-politicien. Tout à l'heure, j'ai dit que j'utilisais cette distinction avec quelques réserves, juste pour dire que c'est certes, quand on exerce une fonction ministérielle, c'est une fonction politique, mais derrière ces fonctions politiques, il faut quand même de la compétence, une capacité à comprendre les problèmes, à comprendre les enjeux, des capacités managériales, des capacités d'influer un dynamisme à une équipe par rapport à des orientations politiques qui sont définies par le président de la République, et pour cela, je crois qu'il y a des compétences. On ne peut pas dissocier les deux. Quand je fais référence à ces deux catégories technocrates politiques, c'est juste pour montrer qu'on aurait pu avoir un Premier ministre qui n'était pas dans l'arène politique, c'est-à-dire qui n'est pas engagé dans des jeux de pouvoir, dans des coalitions d'intérêts au sein de la majorité, toutes choses qui peuvent être préjudiciables à l'efficacité de l'action gouvernementale. Si vous prenez par exemple le cas du ministre de l'économie, des finances et du plan, Madame Sarr, eh bien, elle n'était pas engagée. C'est-à-dire qu'elle est un peu en dehors des clivages politiques, des clivages partisans, des clivages politiciens qui existent au sein de la coalition au pouvoir. C'est ça que je veux dire par rapport à ça. Oui, mais Abou Abel Thiam, est-ce qu'en 18 mois, le gouvernement peut faire quelque chose par rapport à l'inflation, surtout la hausse des prix? Absolument. Comment? Il est en train de le faire déjà. Parce que je ne suis pas d'accord avec le constat qui a été fait tout à l'heure par le professeur, à savoir qu'en 18 mois, d'abord, il faudrait qu'on soit un peu plus précis dans les termes. En 18 mois, évidemment, aucun gouvernement au monde ne peut relever tous les défis qui se posent à lui. Ce n'est humainement pas possible. Mais au regard des possibilités de notre pays, au regard de l'acuité de la crise mondiale ambiante, ce que le gouvernement a fait jusqu'ici relève de performances à saluer. Ce n'est pas de la coterie, ce n'est pas un esprit partisan, mais c'est des faits. Les temps sont durs. Ils sont très durs pour les Sénégalais, mais ils sont universellement durs. D'ailleurs, je relève que tout à l'heure, le professeur John, en remontant l'histoire, est allé jusqu'à la dévaluation, qui était un choc monétaire extrêmement dur pour comparer les situations. Et je voudrais dire que ce choc monétaire des années 94 n'est rien par rapport au choc que les économies mondiales ont subi ces dernières années avec la crise sanitaire et la guerre actuelle, qui influe sur des choses extrêmement importantes dans la composition des prix et dans
l'importation des produits qui nous sont nécessaires. C'est notamment l'énergie, c'est les produits de première nécessité qui entrent dans la composition des vivres. Ces chocs-là, subis par tout le monde, subis de façon autrement plus grave ailleurs, comme si vous les comparez par rapport à vous les prenez en compte par rapport aux possibilités réelles du pays, vous appréhenderez mieux ce qu'a été l'effort gouvernemental pour faire face à cela. Nous sommes dans un pays qui, il y a 10 ans, à l'arrivée du président Macky Sall au pouvoir, était dans le rationnement de l'énergie électrique. Aujourd'hui, nous avons une production excédentaire qui nous a fait oublier les coupures d'électricité. Et je parle même de rationnement, c'est-à-dire d'organiser des pénuries pour pouvoir distribuer de façon équitable aux populations. Je suis revenu il y a quelques semaines d'une tournée de 3 semaines à l'intérieur du pays. Allez voir ces populations et pour leur dire que le président de la République, que le gouvernement a failli, et vous verrez ce qu'elles vous diront. D'abord, pour aller les voir, vous emprunterez des routes et des infrastructures qui ont été construites par le président de la République, le gouvernement donc, et qui aujourd'hui soulagent de façon extrêmement importante ces populations, sur le plan sanitaire, sur le plan de la sécurité. Allez voir les ponts à l'intérieur du pays, allez voir, faites le tour du pays et vous verrez les retombées positives pour la vie de ces populations, et en ce moment, vous appréhenderez ce qu'a été l'effort du gouvernement dans la prise en charge de ces populations. Maintenant, entre-temps, il y a eu des investissements qui ont été faits dans la production locale pour permettre aux populations de supporter la hausse des prix. C'est ça le problème fondamental aujourd'hui. Les gens ont du mal à manger à midi aujourd'hui dans ce pays-là, malgré tous les efforts qui ont été faits. Oui, mais déjà, vous reconnaissez ces efforts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les souffrances des populations qui sont réelles ne sont pas dues qu'à une prétendue inaction gouvernementale. C'est universel. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous pouvez contre un Sénégalais si sa vie dépendait peut-être des mandats que lui a envoyé un immigré, lequel se trouve dans un pays en crise, ou bien n'a plus d'emploi et ne peut plus envoyer. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que les situations individuelles soient toutes expliquées par une prétendue inaction du gouvernement. L'effort gouvernemental, il est là. Les retombées de ces efforts sont là, ils sont palpables. Maintenant, est-ce que ça résorbe toutes les difficultés? Mais non. Allez dans d'autres pays autrement plus fortunés que le nôtre. Allez comparer et regardez ce qui se passe là-bas et vous verrez ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a 60% des Brésiliens sont malnutris. Vous vous rendez compte, 60%. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le contexte mondial est difficile, il est difficile pour tout le monde. Et le Sénégal n'est pas un îlot qui puisse échapper à la mondialisation qui est ce qui est commun à tout le monde. À partir de ce moment, je pense qu'il faut relativiser les critiques. Il faut faire des critiques par rapport aux possibilités réelles du pays, mais par rapport aussi à la situation actuelle, qui est une situation universelle. Oui. Les possibilités du pays, c'est d'avoir aussi du soleil, d'avoir de la terre, d'avoir de l'eau, d'avoir pouvoir produire pour s'autosuffisance alimentaire. On a annoncé au ministère de la Souveraineté alimentaire. La Covid et la crise ukrainienne, les gens pensaient qu'en même temps qu'on l'a subi, qu'on aurait pu en blaver quelque part, pour que le pays ne subisse pas les crises exogènes. Oui, je crois que la crise ukrainienne a bon dos. La guerre en Ukraine, on met tout sur le compte de la guerre en Ukraine, on met tout sur le compte de la mondialisation, on met tout sur le compte de problèmes universels. Je crois que ça, c'est un peu trop facile et il faut apprécier les choses par rapport à nos possibilités et à nos potentialités. Comme vous dites, nous sommes un pays ensoleillé, nous sommes un pays où vous avez des terres en quantité suffisante au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. On aurait pu faire redynamiser un peu
la culture du riz. On nous avait parlé d'une autosuffisance alimentaire qui devrait être atteinte en 2017. On est en 2022. Et je crois qu'au-delà de cela, le vrai problème du Sénégal, c'est un problème lié à l'industrialisation, c'est-à-dire à la transformation des produits locaux. Et de ce point de vue-là, je crois qu'on aurait pu travailler sur la création d'unités de production suffisantes un peu partout au Sénégal pour créer des effets d'entraînement dans l'économie, pour créer ce qu'on appelle un circuit économique fermé qui profite aux entreprises nationales, renforcer le secteur privé national, financer des Sénégalais dans des activités de transformation. Et je crois que c'est ça qui a quelque peu manqué, parce qu'autrement, on a une croissance économique extravertie qui est tirée par des unités de production, par des entreprises étrangères qui rapatrient le bénéfice chez elles. Et donc, je crois que c'est là une des faiblesses majeures de la politique gouvernementale, c'est qu'on n'a pas su créer suffisamment d'unités de production, suffisamment de possibilités de création de revenus, de création d'activités génératrices de revenus. Je crois également que tout à l'heure, j'ai parlé d'aménagement du territoire. C'est vrai, M. Abou Abel Thiam a parlé des infrastructures. Il y a eu beaucoup d'infrastructures qui ont été réalisées, notamment par rapport au désenclavement de certaines localités. Mais je veux dire que ces infrastructures, il faut les saluer. Mais au-delà de cela, je crois qu'il faut une politique d'aménagement du territoire plus hardie, parce que de mon point de vue, il faut décentrer l'économique, c'est-à-dire créer de la richesse là où il y a de la pauvreté, dans des zones comme Kédougou, dans des régions comme Diourbel, comme Kaolack, et donc travailler à créer de la richesse dans ces terroirs, et non pas tout concentrer, encore une fois, sur l'axe Dakar-Diamniadio-Diass, parce qu'on est en train un peu de perpétuer les biais qui ont jusqu'ici faussé l'aménagement du territoire au Sénégal, et ces biais-là sont quelque peu hérités de la colonisation. Je crois que ça, c'est une des faiblesses majeures des orientations du gouvernement, et cela fait partie de ce qui freine le développement de l'économie. Je pense aussi qu'il y a un autre aspect qui est tout aussi intéressant, au-delà de ce que j'appelle le décentrage de l'économique. Il y a aussi le recentrage du politique. Eh bien, le recentrage du politique, ça nous ramène à toutes ces considérations relatives à la gouvernance. Nous ne sommes pas pauvres, nous avons des ressources, beaucoup de ressources, nous avons beaucoup de potentialités, mais il faut voir comment on les gère. Et cette dimension de la gouvernance, elle est importante, elle est cruciale. Le président Macky Sall avait parlé de gouvernance sobre et vertueuse, il avait parlé de rupture, mais encore une fois, c'est dans ces domaines-là où son action a le plus failli également. Parce qu'on s'est rendu compte que la lutte contre la corruption, tous les rapports qui sont produits par les corps de contrôle, lorsque ces rapports sont produits, ne connaissent pas une suite judiciaire. Aujourd'hui, on a l'impression que naturellement, il n'y a pas de par exemple, tous ceux qui sont qui gèrent des régies financières sont jetés dans la mare politique, et donc il y a de l'argent qui coule à flot dont on ne sait pas où est-ce que cet argent provient. On a des gens qu'on retrouve chez eux avec des centaines de millions à domicile. Donc tout cela donne une impression un peu de cacophonie, en tout cas d'absence d'une gouvernance sérieuse, transparente, et c'est ça notre véritable problème au Sénégal. Et ça, c'est une logique qui est liée un peu à une perversion de notre système politique sénégalais, puisque le système politique sénégalais fonctionne sur la base du clientélisme, et ce clientélisme-là dévoie la prise en charge correcte des tâches relatives au développement. Et donc, pour changer cela, il fallait qu'on eût une gouvernance véritablement portée vers la transparence. C'est pourquoi les assises nationales étaient beaucoup revenues sur cela. On a vu que toutes ces recommandations ont été jetées aux oubliettes. Le président a mis en charge une commission nationale de réforme des institutions en disant qu'il n'en prendrait que ce qui l'arrange. Donc tout cela montre qu'on a
essentiellement deux problèmes. Le premier problème, c'est encore une fois le décentrage de l'économique, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'il y ait une industrialisation, créer de la richesse dans les zones les plus éloignées pour démocratiser la création de richesses. Je dis, si l'État n'est pas là pour créer des richesses, je me demande à quoi sert l'État. L'État est là pour créer les conditions oui, mais je précise ma pensée. L'État est là pour créer des conditions, c'est-à-dire pour mettre en place, pour aider les populations, les entrepreneurs à mettre en place des unités de production. Et l'autre aspect, après le décentrage de l'économique dont je parlais, c'est le recentrage du politique. Et là, c'est les questions de gouvernance. Et encore une fois, c'est le domaine où le régime a le plus failli. Sur cette question concernant l'industrialisation et la gouvernance. D'abord, professeur, je suis au regret de constater que vous faites un mélange de choses, c'est-à-dire c'est comme s'il fallait créer une sorte de bréviaire des critiques contre le gouvernement. Je pense que l'honnêteté intellectuelle commande que lorsque les choses marchent, lorsque des choses sont bonnes, il faut savoir le dire. Parce que si vous ne savez pas reconnaître ce que fait le gouvernement en bienfait pour les populations, votre critique ne peut pas être objective. Pour dire quoi? D'abord que, fondamentalement, aucun gouvernement ne peut créer des richesses. Le gouvernement n'a pas vocation à aller créer des unités industrielles. Ce n'est pas sa vocation. Le problème fondamental de notre pays, c'est que nous ne travaillons pas suffisamment. Il faut savoir dire aux populations la vérité. Il faut savoir renvoyer nos concitoyens à leurs devoirs. Quand un gouvernement, au bout de 10 ans, crée autant d'infrastructures, soutient par des subventions autant de secteurs, quand un gouvernement, dans ses politiques sectorielles, de l'élevage, de l'agriculture et autres, fait autant d'efforts, ce qui permettrait à ce que cet effort soit bénéfique, c'est que les populations soient au travail. Si vous faites le tour du Sénégal comme je le fais, vous constaterez que les potentialités sont là. Nous ne sommes pas un pays pauvre au sens des potentialités qui existent, des potentialités naturelles, elles sont là. Nous ne faisons que 200 000 km², nous sommes un pays suffisamment arrosé. J'ai fait le tour du pays, j'ai fait plus de 6 000 km entre 21 jours, j'ai vu et revu les potentialités qui sont les nôtres. Mais malheureusement, nos populations, nous Sénégalais, nous ne travaillons pas suffisamment. Et nous avons une culture extravertie. Nous préférons ce qui se fait ailleurs, nous attendons ce qui vient d'ailleurs, nous avons une promotion contre nos propres valeurs. Si nous ne nous mettons pas au travail suffisamment, si les bras qui sont là sont tous concentrés dans l'espace qui est le petit espace de 0,03% que constitue la région de Dakar, toutes les politiques gouvernementales ne pourront pas avoir l'efficience recherchée, quel que soit par ailleurs les efforts consentis et le patriotisme dont fait preuve ce gouvernement. La vérité, c'est qu'il faut que nous sachions, nous, parler aux Sénégalais les yeux dans les yeux pour leur dire qu'il y a un gros déficit de travail. Nous ne travaillons pas suffisamment. Nous ne travaillons pas parce que nous nous laissons nourrir par le Vietnamien, nous nous laissons nourrir par les Asiatiques en consommant leur riz. Même quand nous en produisons, nous snobons notre propre riz. Le Sénégalais est snob par rapport à lui-même, par rapport à ce qu'il fait. Le développement est d'abord culturel. Le développement sort d'abord de la tête des gens, de l'éducation qu'ils ont reçue, de leur hardiesse au travail. Aucun gouvernement au monde ne peut, par une opération du Saint-Esprit, quelle que soit d'ailleurs, par ailleurs, la richesse financière qu'on lui mettrait entre les mains, il ne pourra pas. Il y a ici des programmes très pertinents dans le domaine de l'agriculture, la mécanisation, les tracteurs qui ont été fournis aux populations. Je vous ai entendu hier à Alassane dire qu'on retrouve les
engins qui ont été donnés comme pour l'équipement rural, on les retrouve dans d'autres pays. Mais pourquoi? Parce que les gens ne travaillent pas, ils préfèrent revendre ces engins. Ils préfèrent les exporter ailleurs, attendre et tendre mais la main. Souvent aussi, il n'y a pas aussi des services après-vente. Il n'y a pas aussi la maintenance qui est prévue. Non, ce n'est pas une question de maintenance. Avant la maintenance, ils vendent ces engins quand ils sont justement performants, quand ils sont opérationnels, ils les vendent. Ils ne vendent pas des engins qui sont amortis ou usés. Et ce n'est pas propre seulement au secteur de l'agriculture, c'est dans tous les secteurs. Pour être développé, il faut être sérieux et courageux au travail. Mais comment mettre les Sénégalais au travail? Manque. Comment les mettre au travail? Comment les mettre au travail? S'ils ne travaillent pas assez. D'abord, mon avis, c'est que ce pays manque d'autorité. Il y a trop d'indiscipline dans ce pays pour qu'on puisse se développer. Mais qui doit incarner cette autorité? C'est le gouvernement, c'est le président. Le gouvernement, le président et nous tous qui sommes là, nous sommes de la même extraction. Je vous dis que les peuples ont les gouvernants qu'ils méritent. Il faut savoir se regarder dans la glace et se dire la vérité. Il nous faudra quelque chose qui arrache nos tripes pour qu'on soit sur la voie du développement. Tout le reste, quels que soient les efforts fournis par les uns et les autres, qui constituent une minorité et qui n'ont pas de moyens, ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire, professeur. C'est-à-dire, il ne faut pas être dans l'angélisme, penser que les populations sont là, elles sont vertueuses, elles attendent. Il n'y a que le gouvernement qui est là, qui lui n'est pas vertueux, n'a pas fait son travail. Quel que soit l'effort gouvernemental dans le travail, si cet effort ne rencontre pas une culture du travail, une culture d'adjek ou de mligueyi, quel que soit le travail, on n'aura aucun résultat. Si vous vous promenez comme moi à faire le tour du monde, le tour du Sénégal, vous allez être d'abord frappé par une chose. Vous remontez de Bakel à Kolda, à Ziguinchor, en passant par Sédhiou et autres, vous verrez, c'est-à-dire ces étendues qui sont là, des étendues vertes, des étendues gorgées d'eau, avec le soleil, comme vous dites, il ne suffit de rien pour pouvoir exploiter cela. Mais vous verrez parallèlement à cela que toutes les populations sont là, elles sont dans la politique, elles sont sous les manguiers. En majorité, on ne travaille pas et on ne travaille pas assez. Même ceux qui sont là dans les bureaux, on n'a pas la culture du travail. Et quand vous n'avez pas cette culture du travail, je ne parle même pas de culture, mais de culte du travail, vous ne pouvez pas vous développer. Il faut qu'on sache se dire la vérité. Il ne faut pas tout mettre sur le gouvernement. Il ne faut pas s'affranchir soi-même des déficits que nous constatons pour simplement viser le gouvernement. Oui, mais qui doit mettre en place cette culture du travail? Est-ce qu'il doit être familial d'abord ou c'est l'autorité qui doit montrer là? Oui, je crois que là, il y a il y a plusieurs niveaux d'analyse. Il y a d'abord le devoir d'exemplarité de ceux qui gouvernent. Parce que déjà, si au sommet de l'État, on voit des comportements de prévarication et des comportements qui traduisent des contre-valeurs, on ne peut pas inculquer des valeurs aux populations alors que ces valeurs-là sont piétinées par ceux qui doivent donner l'exemple. Ça, c'est un premier point. Et puis quand on dit que les gouvernants, les peuples méritent les gouvernants qu'ils ont, je dis que c'est une catastrophe parce que de mon point de vue, c'est les gouvernants qui doivent tirer le peuple vers le haut. Sinon, on est dans le sens d'un nivellement par le bas. C'est comme vous êtes chef de famille, vous dites si vous laissez les enfants faire tout ce qu'ils veulent, mais je me demande à quoi sert l'autorité, à quoi sert le fait que les parents doivent les élever, c'est-à-dire les éduquer au double sens de les sortir des ténèbres, mais également de les faire grandir. Alors, si on taxe aussi tous les Sénégalais de paresseux, je pense que c'est quand même un peu tiré par les cheveux. Et il faut mettre, tout à l'heure on a dit qu'il faut mettre les conditions pour qu'on puisse travailler. Et donc si on dit qu'il n'y a pas d'autorité dans le pays alors que tous les pouvoirs sont donnés aux gouvernants pour exercer l'autorité, ça pose un problème. Si ceux qui doivent gouverner disent que finalement les Sénégalais sont indisciplinés, ils ne veulent pas travailler alors qu'ils sont censés les mettre au travail, ça pose un problème. Si on dit que c'est un problème de mentalité, le développement, alors qu'on ne fait rien pour travailler sur ces mentalités, alors qu'on a tous les leviers du pouvoir pour le faire, ça pose un problème. Finalement, on se dit, mais à quoi nous sert le pouvoir politique? Certes, le pouvoir politique n'est pas un pouvoir, disons,
extra-sociétales, mais c'est aussi des hommes, c'est pourquoi on parle de notion d'élite, c'est-à-dire des gens qui sont censés être au-dessus de la masse, au-dessus de la mêlée pour pouvoir les tirer vers le haut. Sinon, ce n'est pas la peine. Si on doit avoir des gouvernants qui sont exactement comme la population, c'est-à-dire des parents qui sont au même niveau de conscience, de connaissance et de comportement que les enfants qu'ils ont, ça aussi, ça pose problème. Je crois que, encore une fois, on a un problème d'exemplarité et l'autorité aussi se fonde sur l'exemplarité parce qu'avant de prodiguer des comportements vertueux aux autres, il faut d'abord commencer par soi-même. Hier, j'étais à la soutenance de thèse, j'étais membre du jury de la soutenance de thèse de votre confrère Yorodia, que je félicite au passage, et le professeur Serine Diop disait que après toute son expérience, ce qu'il a retenu, c'est que au Sénégal, on manque d'un devoir d'exemplarité venant des gouvernants. Oui, devoir d'exemplarité avec ce qu'on a vu à l'Assemblée nationale la fois dernière, l'installation de la nouvelle 4e législature. Est-ce que les scènes justement, qui sont passées à l'Assemblée nationale ne peuvent pas avoir un impact sur la population, du point de vue comportemental? Merci Alassane. Je vais rebondir sur ce qu'a dit le professeur John à propos de l'autorité. Vous savez, l'autorité, elle n'est pas seulement gouvernementale, elle est d'abord familiale. L'autorité, c'est au niveau de la famille que l'autorité parentale éduque l'enfant pour qu'il n'ait pas un comportement déviant. Malheureusement, on est aujourd'hui en déficit même à ce niveau. Ce qu'on a, ça me permet de faire une transition avec ce que vous dites avec l'Assemblée nationale. Les scènes auxquelles on a assisté à l'Assemblée nationale, elles me rappellent les scènes de fin d'année auxquelles on a assisté dans certaines écoles où les élèves s'amusent à déchirer des cahiers et à casser du mobilier scolaire. Vous voyez? Alors, c'est pourquoi je dis que nos élites ne sont que une extraction provenant de notre société. Et surtout que ces dernières années, avec l'avènement d'une opposition violente qui est dans la subversion, aujourd'hui, on a produit une élite qui est allée à l'Assemblée nationale et qui nous a montré au révélateur ce qu'elle est. C'est-à-dire une élite politique parvenue à l'institution parlementaire par la violence et qui veut exercer son mandat par la violence, par l'irrévérence, par la subversion, par le mensonge. C'est cette élite que nous avons aujourd'hui et quel que soit par ailleurs le caractère choquant de cette scène, ce sont des scènes qui ne sont pas surprenantes au regard du comportement que nous avons dans la rue. C'est comme ça que nous nous comportons entre nous dans la circulation, dans l'occupation de l'espace, dans tous les secteurs de la vie. La violence aujourd'hui a pris forme, l'irrévérence a pris forme, c'est le culte et la promotion des incivilités. Mais qui doit mettre de l'ordre dans tout ça? Il nous faut plus d'autorité à la maison, plus d'autorité à l'école, plus d'autorité venant du gouvernement. Effectivement, je suis d'accord avec vous, une élite doit être exemplaire. Mais malheureusement, cette élite aujourd'hui, comparée à ce qu'elle était, on a atteint des limites qui, si on les franchit, on va être dans le chaos le plus total, ce qu'à Dieu ne plaise. Aujourd'hui, ce que nous avons vu à l'Assemblée nationale, ce n'est que le prolongement des méthodes par lesquelles ces personnalités sont parvenues au pouvoir, c'est-à-dire une opposition qui est dans la violence, qui est dans l'irrévérence et qui est dans l'attaque contre les institutions. Je vais vous permettrez que je vous raconte une petite anecdote sur une vidéo que j'ai vue la semaine dernière. Un individu qui conduit sa voiture, qui s'arrête au beau milieu de la route, qui crée un embouteillage monstre, qui bloque toute la circulation pour aller allègrement s'acheter du café Touba à côté. Il est filmé, il y va, avec le pantalon qui descend, le short qui apparaît, c'est-à-dire une image effroyable. Le pire, ce n'est même pas cela. Le pire, c'est que lorsqu'il est revenu dans sa voiture, vous entendez un passant qui applaudit en disant « Boy, de guerrier ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre société a atteint un niveau d'incivilité, de promotion. Il n'a pas été sanctionné? Pardon? Il n'a pas été sanctionné? Non, c'est un passant qui a filmé la scène. Normalement, la police va avoir les moyens de remonter ce genre de choses. Malheureusement,
pour moi, citoyen qui vous parle, je constate un déficit même de présence de l'autorité étatique dans l'espace public. Alassane, si vous partez aujourd'hui dans la circulation, notamment au centre-ville, mais vous vous demandez qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui qu'un automobiliste fasse pour qu'il soit sanctionné. Tellement les scènes auxquelles on assiste sont dignes du Far West, c'est-à-dire du je m'en foutisme le plus complet, et on assiste à une absence complète de l'État et de l'autorité. La preuve, le député maire de Dakar, qui est censé réglementer cet espace, depuis plus d'1 an qu'il est maire de Dakar, on ne l'a pas entendu une seule fois prendre des initiatives dans ce sens-là. On est dans l'anarchie la plus complète, et cette anarchie, elle est soutenue par la promotion de l'incivilité à laquelle s'adonne l'opposition, et qui malheureusement trouve une population poreuse à ces idées-là. Maurice, est-ce que ce qui se passe à l'Assemblée nationale, le reflet de nos comportements de tous les jours dans nos maisons, est-ce que, comme l'a dit Badou Ndaou, le médiateur, que le fait qu'on ait instauré la journée continue au Sénégal a tué la famille? Parce que la famille se regroupait autour du bol familial, que c'est là-bas que des valeurs étaient inculquées. Oui, je crois que le problème de l'autorité, c'est un problème qu'il faut poser à différents niveaux, au niveau de la famille, au niveau de l'école, au niveau des universités, au niveau de toutes les institutions de socialisation des populations. C'est une réalité. Mais cela n'exonère pas le gouvernement de travailler sur les mentalités, sur les imaginaires. C'est ce qui manque, j'entends souvent Alassane dire avec beaucoup de pertinence qu'il nous faut un plan Sénégal éducation, mais l'éducation, c'est une prérogative du gouvernement. L'éducation, la culture, parce que si on ne travaille pas sur ces dimensions-là... L'instruction, professeur. L'éducation, c'est d'abord la famille. Oui. L'instruction, c'est à l'école. L'éducation, c'est dans les familles. De façon non, globale. Non, mais, et pas l'éducation de façon holistique. Même dans l'école. Dans sa dimension holistique. Même à l'école, il doit y avoir une dimension d'éducation. Il y a une éducation civique. Nous avons tous fait des cours d'éducation civique. Ce n'est pas la peine de forcer le trait, ça devient caricatural. Une école qui ne fait qu'instruire n'est pas digne de ce nom. L'école doit instruire. Et ce manque d'autorité. L'école doit éduquer. L'université doit instruire, mais l'université aussi doit éduquer. S'il le faut, pourquoi ne pas changer nos curricula, puisque c'est l'État qui définit la politique de l'éducation. L'État a cette prérogative. Si on voit qu'il faut éduquer les populations et que les moyens, c'est l'école, c'est l'université, c'est d'autres instances, c'est d'autres institutions, l'État doit travailler sur ces institutions. L'État doit travailler sur la famille. Mais malheureusement, on a comme l'impression qu'au Sénégal, c'est plutôt les considérations électorales, les considérations de conquête et de conservation du pouvoir qui priment sur la gestion concrète des difficultés, des problèmes, et cela nous montre un peu la nature du pouvoir qui est perçu le plus souvent comme un instrument de promotion sociale et d'enrichissement personnel. Par rapport à ce qui s'est passé au niveau de l'Assemblée nationale, je pense que c'est des incidents très regrettables. Ça donne une très mauvaise image donc de la démocratie sénégalaise, mais il faut dire aussi que c'est une sorte de photographie instantanée, d'imagerie continuée des rapports de force qu'il y a depuis 2012 à peu près entre le pouvoir et l'opposition. Et ça, la responsabilité du président Sall est une responsabilité qui ne peut pas être écartée, parce qu'il a dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Ce qui se passe dans cette situation, c'est que lorsqu'on mobilise la force publique pour frapper l'opposition à outrance, qu'est-ce que ça donne? Ça donne une radicalisation. Ça donne une radicalisation de l'opposition, et cette radicalisation de l'opposition, on a pu le constater lorsqu'on a vu les forces de l'ordre et l'opposition qui était face à face à l'Assemblée nationale. Maintenant, ce qui s'est passé n'exonère pas l'opposition. J'ai dit tout à l'heure, c'est là où j'ai commencé en disant que c'est un comportement qui n'est pas acceptable, parce que ça donne une mauvaise image de la démocratie sénégalaise, d'autant plus que les arguments juridiques qui ont été avancés par l'opposition ne me semblent pas convaincants, parce que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale est clair en son article 118, que les députés, certes, le mandat court à partir donc de la proclamation définitive des résultats, et qu'à partir de ce moment-là, les députés ont une immunité, mais que
pour prendre fonction, il faut qu'il soit installé. Et donc, c'est d'évidence. Et donc le délai de 8 jours court à partir de l'installation de l'Assemblée nationale. Donc, l'argument qui a été utilisé par l'opposition est un argument fallacieux. Je crois que c'était une manœuvre politicienne pour tenter de modifier le rapport de force. Non, pour jeter un discrédit sur les institutions. Oui, mais c'est moi qui m'exprime, M. Thiam, s'il vous plaît. Alors, je disais que c'est ce qu'on appelle en sciences politiques la politisation, cette tension permanente et constante entre la politisation du droit et la juridicisation de la politique. Et ça, on a pu s'en rendre compte en 1993, par exemple, avec le blocage de la Commission nationale de recensement des votes, lorsque les partis d'opposition ont voulu exercer une pression sur le représentant du Parti socialiste, M. Mamadou Diop, parce qu'ils étaient 7, Mamadou Diop était seul, et donc quand ils ont voulu procéder à l'annulation de plusieurs procès-verbaux des commissions départementales de recensement des votes, Mamadou Diop avait refusé en disant qu'en réalité l'opposition cherche à abaisser le nombre de suffrages du Parti socialiste pour que le quart bloquant puisse faire en sorte que effectivement qu'il puisse y avoir un second tour. Et donc c'est une manière dévoyée de manipuler la loi et c'est antidémocratique. C'est ce que l'opposition a tenté et il faut il faut le dénoncer. Par ailleurs, il faut dire également qu'il y a eu un déficit de discussion entre majorité et opposition au sein de l'hémicycle, parce que ce qui s'est passé, c'est quand même une première dans l'histoire politique du Sénégal, avec une coalition présidentielle qui n'a pas la majorité, parce qu'ils ont 82 députés, et c'est donc le président Pape Diop qui les a rejoints pour faire une majorité très ténue de 83 députés. Autre chose également, il faut dire que la disparition de Madame Joséphine Marie Diallo a été donc à peser sur la balance parce qu'on la connaît pour sa pondération, pour sa compétence et son expérience. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait de consensus sur les questions essentielles dans ce pays? Il faudrait d'abord qu'on soit honnêtes, nous tous. Parce que, pour reprendre ce qu'a dit le professeur, une opposition qui arrive à l'Assemblée nationale, qui prend des prétextes fallacieux, vous ne pouvez rien contre eux. C'est-à-dire quand des gens, au lieu de faire correctement leur travail, d'attendre d'avoir quelque chose de solide pour le défendre de façon énergique, mais tout en restant dans la République, si vous n'avez pas une telle opposition, vous ne pouvez pas avoir un commerce parlementaire qui vous permette d'instaurer un climat apaisé à l'Assemblée nationale. Quand vous avez affaire à des gens qui veulent jouer au caïd de bac à sable, parce que c'est comme ça qu'ils sont arrivés au pouvoir, parce que c'est par l'injure, c'est par le mensonge, c'est par la manipulation des faits, c'est par des accusations de manipulation lorsque eux-mêmes sont en faute, vous avez une dictature de la minorité qui ne peut pas être acceptable dans une république. Quand quelqu'un ne veut jamais avoir tort, ne veut jamais accepter, vous savez, la démocratie, c'est d'abord une affaire de gentleman, c'est d'abord une affaire d'honnêteté, de citoyenneté, c'est d'abord une affaire de devoir avant d'être une affaire de droit. Mais si par l'ambiance actuelle, par l'environnement actuel qui fait que les sociétés sont poreuses à des choses qui sont inacceptables, au mensonge, à la violence, vous avez au résultat des personnalités qui sont mises en sellette, qui sont responsabilisées au niveau institutionnel, alors qu'elles n'ont comme bagage intellectuel que l'injure et la violence. Et on se retrouve avec une situation pareille. Voilà, malheureusement que le temps que nous avons imparti est terminé. Merci infiniment à Maurice Soudieck Dione, professeur agrégé de sciences politiques à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci à Abel Thiam, journaliste et président du collège de la RTP. À la technique, Biran Cissé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. ñu lay xeer jarul ak Cheikh Anta Diop